Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Ralentis, Robert. C'est cette maison-là au coin de la rue, celle au mur décrépit et au volet fermé. D'accord, je me gare, j'ouvre le coffre, on prépare la civière et oui, Robert, l'interrompt l'autre avec agacement. Comme s'il s'adressait à un enfant attardé, le passager vêtu d'une blouse blanche poursuit l'énumération des gestes que tous deux s'apprêtent à accomplir. On crochette la serrure, on repère la chambre, on cueille notre homme, on l'enroule dans une couverture et on l'embarque, si possible, sans ameuter tout le quartier. Et s'il se rebiffe, tu lui colles une seringue dans le bras, ricane le chauffeur. C'est ça, Robert. Tu l'immobilises et je le pique. Alors on fait comme d'habitude. Oui, Robert. On fait comme d'habitude. L'ambulance s'immobilise. Il est 6 heures du matin, ce 3 février 2005. L'infirmier tire de sa poche un passe-partout et la serrure cède sans résister. Le chauffeur braque une lampe torche sur le fouillis qui encombre le vestibule. Le salon salle à manger est un désastre. Canapé avachi, téléviseur bancal dont l'écran est fendu en étoiles, moquette usée, jonchée de bouteilles vides. Le type est dans la 2e chambre, murmure l'infirmier. Passe devant et perd pas les pédales. D'accord, je fais comme d'habitude avec ce chauffeur. Et dans un coin, allongé sur un lit de camp, un homme dort, en ronflant. Son visage glabre, osseux, émerge des draps sales. En 2 bonds, le chauffeur l'immobilise et l'infirmier le rejoint. « Monsieur Morisseau ?» Le dormeur écarquille des yeux fous. Il dévisage les inconnus en blouse blanche comme s'il venait de surgir d'un mauvais rêve qui, un instant plus tôt, tourmentait son sommeil. L'infirmier répète sa question. « Vous êtes bien Jean-François Morisseau, 47 ans, architecte ?» La tête de l'homme, prise dans un étau, s'agite faiblement. « Parfait. Écoutez-moi bien. Un choix s'offre à vous. Le bon, vous nous suivez dehors gentiment et vous montez dans l'ambulance qui est garée au coin de la rue. Le mauvais, l'infirmier exhibe une seringue et pousse légèrement le piston jusqu'à ce qu'un jet de liquide s'échappe de l'aiguille. Alors que décidez-vous ? Morisseau voudrait hurler, mais le genou du chauffeur lui broie les poumons. Libère-le, Robert. Morisseau reprend son souffle. Dans sa voix se mêlent terreur et indignation. Mais enfin, qui êtes-vous, bon sang ? Les anges gardiens de votre nouvelle vie, glousse le chauffeur en l'empoignant sous les aisselles. Solidement entravé à l'arrière de l'ambulance, l'architecte tente de mettre de l'ordre dans ses idées. Son cerveau, embrumé par l'alcool qu'il a ingurgité la veille, fonctionne au ralenti. Mais que me volent ces hommes ? Qu'ai-je fait de répréhensible ? Où m'emmènent-ils ? 20 minutes plus tard, l'ambulance se gare sur le parking d'un bâtiment austère. Quelques hommes vêtus de blouses blanches fument à la sauvette devant l'entrée. Et paradoxalement, cette vision rassure Morisseau. Ça ressemble à un hôpital. Des médecins vont m'ausculter et s'apercevoir de leur erreur. Le malentendu va se dissiper. Dans moins d'1 heure, je serai libre. À l'intérieur, une odeur immonde de médicaments, de détergents et d'excréments soulève le cœur. L'architecte est jeté dans ce qui ressemble à une cellule. Le chauffeur défait ses liens et le pousse sur une paillasse. « Bienvenue en enfer, monsieur Morisseau. » Et il s'en retourne. La porte claque, des verrous grincent, le silence retombe comme une chape d'angoisse. Recroquevillé et grelottant, Morisseau ressasse le film des années écoulées. 7 ans plus tôt, diplôme en poche, n'avait-il pas créé à Nantes une agence d'architecture, JPM et associés ? À l'époque, la conjoncture était encore favorable et la chance lui souriait. Le succès ne s'était donc pas fait attendre. Commandes, contrats, immeubles de prestige, complexes sportifs, du travail par-dessus la tête. Des budgets à 7 chiffres. Une équipe de 5 architectes employés à plein temps. Pour adoucir stress et fatigue, Morisseau avait pris l'habitude de s'accorder un verre en fin de journée. Un coup de fouet sans conséquence, une récompense bien méritée. Et puis, son existence avait insidieusement échappé à son contrôle, comme de l'eau qui glisse entre les doigts. Et personne dans son entourage n'avait eu le courage de tirer, pour lui, le signal d'alarme.
car son organisme réclamant toujours davantage d'alcool, il dissimulait maintenant une bouteille dans un tiroir de son bureau. Bouteille qu'il devait renouveler tous les 2 jours. Sa femme l'avait quitté. Profitant d'une augmentation de capital, ses associés l'avaient sournoisement évincé de sa propre agence. En pleine dérive, l'architecte avait appelé à l'aide Charlotte, une amie d'enfance, un amour de jeunesse. « Remonte la pente !» l'avait exhorté la jeune femme. « Réagis, fais-toi soigner. L'alcoolisme n'est pas une tare, c'est une maladie. » Les cures de désintoxication s'étaient toutes soldées par des échecs. Comme si les semaines de sevrage avaient créé en Morisseau un vide insupportable, un manque qu'il lui fallait aussitôt combler en buvant de plus belle. Sans famille, sans travail, sans le sou. Seul le whisky et puis le mauvais vin blanc ne l'avaient pas abandonné. L'architecte est abîmé dans ses pensées quand la porte de sa cellule s'ouvre à la volée. « Petit déjeuner, monsieur Morisseau. Suivez-moi au réfectoire », ordonne un jeune homme athlétique. Alors, brusquement replongé dans le cauchemar présent, Morisseau s'insurge. « Mais je n'ai rien à faire ici. J'exige qu'on me libère sur le champ. »« Tout doux !» siffle l'aide-soignant, en contournant la paillasse comme s'il s'approchait de la cage d'un fauve. L'architecte se redresse, mais ses jambes flageolent, sa tête se vide. De la sueur lui glace les tempes. Son organisme réclame désespérément un verre d'alcool. D'une démarche chancelante, il emboîte le pas du cerbère. Le réfectoire ressemble à un tableau d'apocalypse. Derrière une vitre, une grappe de malades dépenaillés entrechoque des bols en plastique. Une femme en peignoir chaussée de talons hauts arpente la pièce en brandissant une perruque grotesque. Elle ignore le vieillard qui se cogne la tête contre les murs et l'adolescent nu qui rampe en hurlant. Morisseau se fiche d'horreur. L'aide-soignant l'entraîne vers une infirmière qui distribue gélules et injections. « Ce sont vos médicaments. Prenez-les devant moi. »« Mais jamais de la vie, je suis pas fou. Je veux voir le psychiatre qui me les a prescrits. » L'infirmière lui colle d'autorité 3 comprimés dans le creux de la main et lui tend un verre d'eau. « Avalez-moi ça sans discuter. Et si je refuse ?»« Patrick, rappelez à M. Morisseau notre règlement intérieur. » Et d'une voix goguenarde, l'aide-soignant explique. Toute violence verbale ou physique à l'encontre du personnel soignant, le refus de suivre le protocole thérapeutique seront sanctionnés par un confinement en chambre sécurisée et par la poursuite du traitement par voie intraveineuse. Horrifié, anéanti, Morisseau jette les gélules et le contenu du verre dans le fond de sa gorge. Et son calvaire s'éternise ainsi pendant des semaines. Abandonné dans une cour des miracles, l'architecte n'a de cesse de quémander un rendez-vous avec le directeur. Mais en vain, sa requête est systématiquement rejetée. C'est pourquoi, dès que l'effet des neuroleptiques lui accorde quelques heures de lucidité, échafaude-t-il un plan d'évasion. Mais le nombre pléthorique de gardiens et la hauteur des murs d'enceinte le dissuadent de tenter quoi que ce soit. Au bout d'1 mois de confinement, une courte promenade dans le parc de l'hôpital lui est accordée. Il entrevoit à cette occasion une cabine téléphonique dissimulée dans un recoin du bâtiment. À force de ruse et de patience, Morisseau parvient à subtiliser et à se faire donner quelques pièces jaunes, de quoi lancer un appel de détresse, le SOS de la dernière chance. 1 mois plus tard, à l'occasion d'une nouvelle promenade, il parvient à téléphoner subrepticement à son amie Charlotte. Entre 2 sanglots, il explique la situation désespérée dans laquelle il se trouve. « Sors-moi de cet enfer, bégaye-t-il, je t'en supplie, viens me chercher !» Une émotion incontrôlable submerge la jeune femme. Elle étouffe un cri. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» « Parle plus fort, je t'entends mal !» hurle Morisseau à l'autre bout du fil. « Oh, je suis désolé, Jean-François. Rien n'était prémédité. » Et au prix d'un effort qui lui arrache des larmes, Charlotte poursuit dans un souffle. « Patiente encore un peu. Je viens te chercher, je te le promets. » Quelques jours plus tard, Charlotte est reçue par le directeur de l'hôpital. Au terme d'un rapide entretien, ce dernier,
lui remet un document qui l'autorise à retirer l'architecte de son établissement. Vous êtes dorénavant légalement responsable de M. Morisseau. S'il lui arrive quoi que ce soit à l'extérieur, ou s'il s'en prend à des tiers, ma responsabilité ne sera pas engagée. Les retrouvailles entre les deux amis se réduisent à une étreinte silencieuse et poignante, et puis l'architecte se blottit sur le siège avant de la voiture et ferme les yeux. Les murs de l'hôpital s'effacent. La liberté. Il rit, pleure en même temps. Il baisse sa vitre. Il se remplit les poumons d'air frais. Et puis, soudain, son visage se fige. Il se tourne vers Charlotte. « Mais pourquoi m'as-tu dit au téléphone que tu étais désolé ?» La femme se gare précipitamment et se prend la tête à deux mains. « Eh bien voilà, tes cures de désintoxication avaient tout échoué. J'étais désespéré. Je voulais te sauver, malgré toi. Alors j'ai demandé à ta tante Béatrice, le dernier membre encore en vie de ta famille, de remplir une demande d'hospitalisation aux dépens d'un tiers, une HDT en langage administratif. Mais alors, c'est toi qui m'as fait interner ?» s'exclame Morisseau stupéfait. « J'ai cru bien faire. Je pensais que c'était le seul moyen de t'arracher à l'alcoolisme, bredouille la femme en guise d'excuse. Comment aurais-je pu deviner qu'au contraire, je t'envoyais droit en enfer ?» Jean-François Morisseau vit aujourd'hui dans le studio que Charlotte a mis à sa disposition. Il travaille à mi-temps pour un jeune architecte. La nuit, lorsqu'il exécute des plans, son trait est redevenu net et précis. Ses mains ne tremblent plus, sauf, parfois, quand pour tromper la fatigue, il a abusé du café noir. Pierre Bellemare, les histoires incroyables.